Bonjour et bienvenue dans le 19e numéro de Méditerranée qui sera consacré en partie à Daesh, à Bachar el-Assad. Nous découvrirons également l'Ifremer et nous irons au Zambier où on élève des oursins. Et nous retrouverons également Marcel Barbero qui nous parlera d'écosystèmes. Mais pour commencer, justement, nous allons voir avec Jean-François Coustillère si cet allié tacite qui est devenu Bachar el-Assad ne sera pas un ennemi dont il sera difficile de se séparer par la suite. Une source de guerre, si on entend qu'une source de guerre, c'est une problématique unique. Le chercheur Pierre Blanc, qui travaille au CIAM, Centre international des hautes études d'agronomie méditerranéenne, préfère le terme de violence hydraulique. Et effectivement, je crois qu'il a raison. L'eau n'est pas susceptible de devenir le centre d'un conflit. En revanche, il sera présent dans tous les conflits, et il l'a déjà été, notamment dans les conflits du Proche-Orient. Alors, si on regarde de la situation en Méditerranée, l'eau est d'ores et déjà un problème pour tous les pays du sud et de l'est de la Méditerranée. Les normes internationales veulent on passe en risque grave d'eau à moins de 500 mètres cubes par habitant. C'est déjà le cas dans un certain nombre de pays, les territoires palestiniens, la Tunisie, la Jordanie, la Libye, Israël, l'Algérie. Mais ça va s'aggraver avec la démographie, et d'ici 25 ans, on s'attend à ce que tous les pays qui sont au sud de la Méditerranée et à l'est de la Méditerranée connaissent des problèmes d'approvisionnement en eau graves. Alors on aborde l'eau sous deux formes. Un, les ressources. Deux, la consommation. Les ressources, elles sont ce qu'elles sont, mais elles peuvent être accrues par notamment le dessalement et le recyclage. Il est vrai que l'eau est actuellement insuffisante, et cette insuffisance s'accroîtra, mais par exemple, l'eau est utilisée à 80% pour l'agriculture. Donc il y a peut-être là-dessus des efforts à faire, et quand vous savez que le Maroc, en difficulté hydrique, exporte des tomates, c'est comme si un pays en difficulté de ressources en eau exportait son eau. Il faut choisir d'autres activités agricoles qui sont moins consommatrices d'eau. Après, il y a la façon de traiter. Maintenant, nous allons découvrir l'Ifremer avec Vincent Rigaud, qui est directeur du Centre Méditerranée. Alors l'Ifremer, c'est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial de 1500 personnes qui concentre 300 personnes en Méditerranée sur des activités de recherche technologique et scientifique, essentiellement autour des problèmes d'environnement, d'halieutique, d'aquaculture et autour des problèmes de technologie sous-marine. Donc cet ensemble de personnel est réparti tout au long du territoire méditerranéen, de Palavas-les-Flots jusqu'en Corse, avec un centre principal ici à la Seyne-sur-Mer. Et on vous accueille sur ce navire, l'Europe, qui est un navire de recherche qui nous a permis de conduire la campagne Medbionet. Donc l'Ifremer est un institut de recherche, donc recherche appliquée au domaine marin, mais c'est également un institut qui a vocation à servir l'État dans tout ce qui est surveillance et expertise autour des problématiques d'exploitation des ressources marines. Et c'est également un institut qui met à disposition de la communauté scientifique un ensemble d'outils et de laboratoires, on dit que c'est une agence de moyens, pour l'océanographie. Donc dans ce cadre-là, nous développons des systèmes sous-marins, nous avons une flotte de navires qui permet de conduire les campagnes comme la campagne Medbionet qu'on a conduit en Méditerranée en partenariat avec le Conservatoire du Littoral, mais également l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée-Corse, qui est un partenaire privilégié pour tous les aspects environnementaux très côtiers. Donc notre implantation en Méditerranée couvre le Languedoc et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes également installés en Corse et les activités en Méditerranée sont très riches puisque la Méditerranée elle-même est un concentré de biodiversité. C'est une mer qui a des aspects côtiers mais également des aspects hauturiers avec du profond. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous sommes installés à la Seyne-sur-Mer pour pouvoir tester nos systèmes sous-marins ultra profonds comme le Nautile ou des engins robotisés qui peuvent atteindre 6000 mètres d'immersion.
C'est également donc un hotspot de biodiversité, d'où les programmes tels que le programme MedBionet qui ont été conduits pour mettre en place des observatoires de cette biodiversité, mais également mettre en place des observatoires de l'impact du changement climatique en Méditerranée et de l'impact également des pressions anthropiques qui sont très fortes sur notre littoral. Alors l'IFREMER, c'est un institut intégré qui fait de la recherche, qui fait de la surveillance, qui fait de l'expertise du milieu, qui essaie de valoriser les produits de ces recherches et également les produits de tout ce qui peut être exploitation des ressources marines, qu'elles soient vivantes, minérales ou énergétiques. Merci. Voilà. Direction maintenant pour les Ambiers, où l'on élève des oursins et où on reconnaît ces petits grâce à l'ADN. Vous m'avez bien entendu. L'oursin en Méditerranée, c'est quand même une ressource halieutique qui est relativement importante. C'est une tradition régionale de déguster des oursins en période autorisée. Aujourd'hui, on se pose des questions sur la pérennité de cette ressource, pas de l'espèce. L'espèce n'est pas en danger. Par contre, les pêcheurs s'inquiètent de la raréfaction des quantités d'oursins sur leur lieu de pêche habituel. D'où les débuts de nos études qui ont consisté à essayer de faire de la reproduction d'oursins pour repeupler. On est aujourd'hui modéré quant à l'intérêt véritable du repeuplement. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à l'aquaculture. C'est une solution qui serait une alternative plus raisonnable peut-être, d'élever des oursins en aquaculture plutôt que de faire ces mêmes oursins pour après les relâcher en milieu marin, ce qui peut poser des problèmes de diversité génétique, etc. On est attentif à ces problèmes et d'ailleurs tous nos essais sur la génétique des populations et sur la biologie moléculaire vont dans ce sens. Donc l'aquaculture, c'est une alternative intéressante. Et aujourd'hui, on maîtrise toutes les étapes et on est capable de faire des oursins chez nous, à titre expérimental, mais nos techniques sont disponibles. Et aujourd'hui, il n'existe qu'une seule ferme aquacole d'oursins en France, c'est sur l'île Dorée, mais sur la partie atlantique. Et il serait intéressant que d'autres structures se créent en Méditerranée. Mais alors, dites-moi, vous fichez vos oursins et vous allez chercher l'ADN ? Oui, déjà il y a un aspect génétique des populations pour voir la diversité de ces populations sur les côtes françaises, et puis un aspect plus pratique qui concernait nos essais de repeuplement expérimentaux sur des zones dépeuplées. Pour être sûr que les oursins qu'on allait retrouver dans le milieu provenaient de nos installations, il a fallu développer un test pour valider l'efficacité de la reproduction. Donc on a mis au point avec le laboratoire B2M de l'Université de Toulon un test génétique de paternité pour être capable de reconnaître les oursins dans le milieu qui proviennent de notre écloserie. Vous ne leur donnez tout de même pas des noms ? Non, pas jusque-là, non. Mais à partir des géniteurs qui ont servi à la reproduction, on peut reconnaître après dans le milieu les oursins qui proviennent de cette reproduction. Quittons maintenant les oursins pour les écosystèmes avec Marcel Barberon. Je voudrais aujourd'hui m'appuyer sur deux exemples. Le fait que la population mondiale a migré vers les zones littorales. Pourquoi ? Parce que les zones littorales sont des zones de ressources. Et le trait de côte actuel va être profondément modifié par la montée des eaux. Nous avons par exemple dans l'hémisphère sud un très grand écosystème lié à l'homme qui est la mangrove faite de palétuviers et qui est une zone très productrice pour le riz, pour les élevages de crevettes, pour l'aquaculture. Avec l'augmentation du niveau des océans, la régénération des mangroves ne sera plus assurée. Et par exemple, au Bangladesh, ces mangroves jouent un rôle non seulement producteur pour l'homme, mais également
producteur par rapport au grand tsunami. Et on a vu que lorsque des événements se produisent et qu'il y a rupture dans cette mangrove, eh bien, les effets dévastateurs pour les populations humaines sont considérables. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.